notre mise à jour de février 2021. Pendant que les gens continuent de se connecter, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Pierre Garand, je suis associé en certification au sein de Raymond Chabot et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné par Pascal Leclerc, qui est associé en fiscalité chez nous. Bon matin, Pascal. Bon matin, Pierre. Peut-être peut-être quelques points d'information. Donc, le webinaire de ce matin est enregistré, sera disponible sur le site de Raymond Chabot plus tard au courant de la semaine. Nous pourrons également rendre disponibles les contenus de la présentation de ce matin. On vous invite à, si vous avez des questions, à poser des questions via le petit bouton Q&A qui apparaît dans la barre Zoom. Ces questions-là vont nous être transmises, puis à la fin de la séance, on pourra y répondre à tour de rôle. Donc, sans plus tarder, je commencerai la présentation. L'objectif du webinaire de ce matin, dans le fond, c'est de revenir sur les différentes mesures qui sont actuellement en vigueur. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur les modalités de la subvention salariale d'urgence du Canada en se basant principalement sur les périodes 6 et suivantes. On va voir aussi les modalités de la nouvelle subvention pour les loyers, la SUCL. Nous reviendrons sur les modalités du compte d'urgence pour les sociétés canadiennes, du programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, celui d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises et finalement, comme on le mentionnait, on aura une période pour répondre à vos questions. Donc, si on commence avec la subvention salariale d'urgence du Canada et qu'on revoit ses modalités pour les périodes actuellement en cours, bien, important de savoir que dans le fond, c'est une subvention qui est accordée à l'employeur afin de couvrir une partie du salaire de ses employés. Pour les périodes 1 à 5, il n'est malheureusement plus possible de soumettre de demande. Là, la date limite était le 1er février 2021. Par contre, les périodes 6 et suivantes sont ouvertes afin de déposer les demandes. Grosse mention, attention en rouge parce que dans le fond, vous avez jusqu'au 25 février pour la période 6 et dans le fond, le réflexe sera de se dire qu'on a toujours 180 jours après la fin d'une période pour réclamer. Donc, si vous avez un peu de retard, là, soyez très vigilants parce que la journée où la date se termine, le site ne permet plus de faire de réclamation. Donc, très important de suivre ça. Depuis la période 5, il n'y a plus de baisse de revenus minimale qui est exigée. Donc, à partir du moment où vos revenus sont en baisse, vous êtes admissible à une subvention salariale. Le critère, évidemment, demeure la baisse de revenus. Donc, on doit être capable de démontrer cette baisse de revenus-là. Les revenus qui sont considérés dans le programme de subvention, ce sont les revenus qui sont tirés d'une entreprise, par une entreprise, pardon, de la vente de biens, de prestations de services et de l'utilisation par d'autres des ressources de l'entité. C'est des revenus qui proviennent de sources sans lien de dépendance, à part quelques exceptions, et ça exclut les revenus provenant de postes extraordinaires, les montants en titre de capital, ainsi que les montants de subventions salariales reçus, autant la SSUC que le programme de 10 la SST. Il y avait des choix à effectuer. Donc, le premier choix qui avait à être fait, c'était la période de référence que vous utilisiez pour comparer vos mois de mars à décembre 2020. Donc, vous aviez le choix de le faire avec le mois comparable de l'année précédente, donc 2019, ou encore avec la moyenne des revenus de janvier et février 2020. Deuxième choix qui devait être fait, celui-là pour l'entièreté du programme, c'était de savoir si vos revenus étaient établis selon la comptabilité d'exercice ou la comptabilité de caisse. Et donc, ce choix-là doit être maintenu pour la complète durée du programme. Le choix de la période de référence, elle, était fait en deux temps, donc la période 1 à 4, puis il y a un second choix qui est fait pour les périodes 5 et suivantes. Évidemment, c'est crucial d'analyser les alternatives et de planifier car ça peut avoir une incidence majeure, autant sur l'admissibilité que, on le verra plus tard, le taux de subvention qui est accordé. Pour ce qui est de la rémunération admissible, bien, elle comprend tous les traitements, salaires et autres rémunérations qui sont versés aux employés, sauf les exceptions suivantes, donc allocation de retraite, indemnité de départ, les sommes qui sont liées aux options d'achat d'actions ou autres avantages similaires, l'utilisation personnelle d'un véhicule d'entreprise, et toute somme qui pourrait raisonnablement être remboursée à l'employeur. Donc, si on s'attend à ce que ce soit remboursable, ces montants-là seraient exclus de la rémunération admissible dans le cadre de la subvention salariale. Et toute somme qui serait payée relativement à un arrangement visant à augmenter de façon artificielle le salaire de base d'un employé serait également exclue.
Pour ce qui est de la rémunération de base, il y avait un choix qui pouvait être fait selon une période différente en fonction des périodes. Donc, pour les périodes 5 et suivantes, là, votre rémunération de base va être établie soit comme étant le salaire moyen versé entre le 1er janvier et le 15 mars 2020, mais vous pouviez aussi faire le choix d'utiliser plutôt la moyenne du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019. On peut également faire un choix d'une période de 90 jours terminée immédiatement avant le début d'un congé admissible à des prestations spéciales d'assurance-emploi de RQAP dans certaines conditions spécifiques. Une précision qui a été amenée au fil du temps, c'est que les bonnies peuvent être considérés aux fins de calcul de la rémunération de base si le boni a été payé durant la période de rémunération de base. Donc, lorsque le montant se rapporte à plus d'une semaine, le montant doit être divisé par le nombre de semaines comprises dans la période à laquelle il se rapporte afin de raisonnablement établir la rémunération hebdomadaire moyenne. Il y a des règles particulières qui ont été précisées au fil du temps. Donc, pour ce qui est des employés non rémunérés pendant 14 jours consécutifs, pour les périodes 5 et suivantes, ces employés-là ne sont plus exclus, sont maintenant admissibles à la subvention salariale d'urgence. Pour ce qui est des employés avec lien de dépendance, depuis la période 5, la subvention salariale est calculée en appliquant le taux de subvention au moins élevé de la rémunération admissible qui était versée à l'employé ou de sa rémunération de base sans excéder 1 129 par semaine. Pour ce qui est des employés en congé avec solde, donc des gens qui étaient payés mais qui ne travaillaient pas directement, pour les périodes 5 à 8, les employés avaient le droit ou donnaient droit au montant de SSUC au même niveau que ce qu'il était pour les périodes 1 à 4, donc jusqu'à un maximum de 847 par semaine, et ce, même si l'employeur utilisait la nouvelle approche pour les employés actifs. Depuis la période 9 et jusqu'à la période 13, la subvention salariale pour ces employés-là va être harmonisée aux prestations d'assurance-emploi, de sorte que la SSUC va être établie maintenant selon le plus élevé des montants suivants, donc 500 par semaine ou 55 de la rémunération de base de l'employé admissible, jusqu'à concurrence d'une subvention de 573 pour les périodes 9 et 10 et de 595 pour les périodes 11 à 13. Pour ce qui est des remboursements de cotisations d'employeurs, donc en plus de la subvention sur les salaires, les employeurs avaient également droit à un remboursement complet des cotisations d'employeurs qui sont versées relativement à ces employés en congé. Euh, et donc, il fallait pour ça que l'employé n'ait pas accompli de travail, donc qu'il soit en congé avec solde. Et les cotisations qui étaient couvertes et qui sont couvertes par le programme, ce sont l'assurance-emploi, le régime de pension du Canada, la RRQ, le régime québécois d'assurance parentale. Important de noter que les employeurs doivent continuer à percevoir et à remettre les cotisations d'employeurs et d'employés, mais qu'ils peuvent par la suite faire une demande de remboursement lorsqu'ils réclament la subvention directement. Le remboursement n'est pas assujetti à la limite générale et donc peut être demandé en dessus du plafond de 847 par employé. Également important de noter au Québec qu'il y a un crédit de cotisation des employeurs au FSS pour ces mêmes employés en congé. Donc, ça a été harmonisé avec les autres mesures. Ça vise, dans le fond, les entreprises qui ont un établissement au Québec et le crédit est accordé pour une période maximale de 36 semaines, donc du 15 mars jusqu'au 21 novembre 2020. Si on revient sur les modalités d'application du programme pour les périodes 5 et 6, donc la subvention était accordée à l'employeur, elle était basée sur deux taux, un taux de base et un taux complémentaire. En cumulant les deux, c'est jusqu'à 85 de la rémunération versée, concurrence de 959 par semaine par employé, qui pouvaient être reçus en subvention salariale. Et donc, ça couvrait les périodes du 5 juillet au 29 août, donc 2 périodes de 4 semaines. Évidemment, comme on le mentionnait précédemment, si vous aviez connu une baisse de revenus. Pour les périodes 5 et 6, il suffisait d'avoir une baisse de revenus réalisée selon, dans le fond, vous aviez le choix entre deux méthodes. Donc, à partir du moment où j'ai une baisse de revenus, les nouvelles règles sont applicables pour ces périodes-là. Et donc,
dès que j'ai une baisse supérieure à 0 c'était admissible. Les périodes de référence vont être juillet par rapport à juillet ou juin par rapport à juin. On va revenir sur le choix des 2 mois. Et pour la période 6, d'août par rapport à août ou juillet par rapport à juillet. Si vous choisiez le choix de la méthode alternative, c'était plutôt par rapport à la moyenne de janvier-février 2020. Donc, le taux de subvention de base pour les différentes périodes de 5 à 13. Donc, en période 5, vous aviez le droit, si votre taux de baisse de revenus était de 50 et plus, à 60 de subvention de base. Et si vous étiez en bas de 50 c'était 1,2 fois votre pourcentage de baisse de revenus. Pour la période 6, c'était aussi 60 et 1,2. En période 7, le montant a été réduit à 50 si vous étiez avec une baisse de plus de 50 ou à une fois votre baisse de revenus. Et finalement, pour les périodes 8 à 13, c'est maintenant 0,8 fois la baisse de revenus qui correspond à 40 si votre baisse était supérieure à 50 Pour ce qui est des périodes 5 et 6, le montant maximal hebdomadaire basé sur ces taux-là, dans le fond, si vous aviez la subvention de base, c'était 677 et si vous ajoutiez la subvention complémentaire, vous pouviez atteindre 85 de subvention pour un montant total de 959 Ce montant-là, pour la période 7, devient 847 ou 75 pendant que le montant de base, lui, est maintenant maxé à 565 ou 50 de taux de subvention. Il y a pour les périodes 5 et 6 une règle refuge qui avait été mise en place. Donc, si un employeur avait subi une baisse de revenus d'au moins 30 soit pour la période courante ou sa période précédente, il pouvait faire le choix de calculer la subvention selon les anciennes règles ou les nouvelles règles selon ce qui était le plus avantageux pour lui. Donc, par exemple, une baisse de revenus de 40 pour la période 6 pour un employeur qui n'avait pas le droit au taux complémentaire permettait d'obtenir une subvention maximale de 542 soit 40 fois 1,2 fois le 1129 de plafond. Alors que selon l'ancienne règle, les anciennes règles, il avait le droit à 75 donc 847 Et donc, dans ce cas-ci, l'employeur aurait utilisé l'ancienne méthode en vertu de la règle refuge. Donc, logique des périodes 5 et 6, pourcentage de baisse fois le coefficient, taux complémentaire, lui est basé sur la baisse de revenu moyenne pour les 3 mois qui précèdent la période de demande et est disponible seulement si la baisse dépasse 50 Puis le plafond de cette contribution ou de ce taux complémentaire-là est de 25 Donc, ça, c'est pour les périodes 5 et 6. Pour les périodes 7 et suivantes, la subvention est calculée encore une fois avec 2 taux, donc taux de base, taux complémentaire de la même façon. Taux complémentaire demeure disponible seulement pour les employeurs qui ont une baisse de revenus de 50 ou plus. Et dans ce cas-ci, les taux de subvention maximum sont pour période 8 à 10, 65 soit 40 de subvention de base et 25 de subvention complémentaire. Et pour les périodes 11 à 13, 75 donc on augmente. Le montant de base demeure le même à 40 mais le montant complémentaire a été augmenté à 35 Donc, vous avez le résumé, encore une fois, des taux qui sont utilisés, donc 1,2, 1 et 0,8, comme on le mentionnait précédemment. Et là, on a des exemples de pourcentages compensatoires pour les périodes 5 à 10. Donc, on voit la variation selon les niveaux de revenus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en bas de 50 j'ai le droit à aucune subvention compensatoire et j'atteins le maximum à partir de 70 de baisse de revenus. Pour les périodes 11 à 13, même logique. Donc, 50 0, va me donner 0. 70 et plus va me donner le plein montant, donc le 35 Puis entre les deux, ça va être proraté selon l'augmentation. Si on revient donc aux périodes 7 et suivantes, vous avez là les détails de subventions totales disponibles si j'utilise à la fois la subvention de base et la subvention complémentaire. Donc, retenez qu'au plus élevé, on passe de 959 en P5 à 847 en P11 à 13, après être descendu à 734 durant les périodes 8 à 10. Une chose importante au niveau des règles, c'est la règle déterminative
qui était applicable pour les périodes 5 à 7 aux fins de la subvention de base. Donc, le taux de baisse des revenus pour cette période était réputé être égal à celui de la période précédente si le taux était plus élevé, donc vous avantageait. Et la nouvelle règle déterminative pour les périodes 8 et suivantes, c'est le taux de baisse de revenus pour un mois de référence va être égal à celui de la période précédente si ce taux est plus élevé que celui de la période donnée. Donc, encore une fois, vous allez toujours aller chercher le meilleur taux disponible. Pour les périodes 8 à 10, il y a de mesures transitoires en place ou pour le montant de subvention complémentaire, je vais utiliser la baisse de revenus pour la période courante, soit la baisse de revenus moyen du trimestre précédent, selon le plus avantageux des deux, alors que pour les périodes 11 à 13, toujours pour la subvention complémentaire, bien là, on va utiliser le pourcentage de baisse de revenus des périodes courantes ou précédentes. Donc, on revient à partir de la période 11 sur la même base que la subvention de base, alors que précédemment, là, pour les périodes 8 à 10, on travaillait avec la moyenne du trimestre précédent ou la variation de la période courante. Donc, vous avez un petit tableau qui résume pour les différentes périodes les taux applicables et les méthodes utilisées. Si on revient donc sur le calcul de la subvention pour les périodes 5 à 13, donc mon taux de base, on l'a vu, c'est le pourcentage de baisse de revenus fois le coefficient. Le taux complémentaire, seulement si je dépasse 50 de baisse de revenus, encore une fois, va être basé sur le pourcentage moyen pour les périodes 5 à 7 fois un multiple de 1,25 pour l'excédent de 50 et pour les périodes 8 à 10, ce sera le pourcentage de baisse moins 50 fois 1,25 encore, mais là, j'aurai le choix entre le revenu moyen ou la baisse de la période courante. Pour les périodes 11 à 13, même logique, mais période courante seulement. Et le taux complémentaire, plutôt qu'être à 25 va être à 35 dans ce cas-ci. Et donc, encore une fois, la subvention totale, ça va être la somme des deux. Vous avez un tableau ici qui résume encore une fois les périodes de référence. Peut-être important de noter que comme les périodes de réclamation sont des périodes de 4 semaines, alors que les bases de comparaison au niveau des revenus étaient les mois calendrier, bien, il y a nécessairement un rattrapage d'une période qui devait être fait et ça s'est fait entre les périodes 10 et 11. Donc, et pour la période 10 qui courait du 22 novembre au 19 décembre, et pour la période 11, donc du 20 décembre au 16 janvier, la base de comparaison de revenus qui était utilisée, c'était les résultats du mois de décembre 2020 qu'on comparait avec l'année passée ou avec la moyenne de janvier-février de l'année 2020. Après ça, pour la période 12, on revient janvier contre janvier, période 13, février contre février. Et là, pour ce qui est du mois de mars et les périodes suivantes, les mesures n'ont pas encore été annoncées par l'agence. Donc, on ne sait pas comment ils vont utiliser le critère de baisse de revenus. Mais là, évidemment, on entre dans la pandémie de l'an passé, donc on verra ce qui sera annoncé de la part des gouvernements au cours des prochaines semaines. Donc, vous avez le détail avec chacune des périodes de référence. Là, je ne rentrerai pas dans le détail. Ça vient résumer un peu ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant. Important de parler un peu de vérification. Évidemment, l'agence a pris une approche où ils versent très rapidement l'aide financière parce qu'ils sont conscients que les entrepreneurs en avaient besoin, mais ils ont aussi mentionné clairement qu'ils feraient des vérifications subséquentes. Et donc là, pour se préparer en vertu de ces audits-là, certains documents sont essentiels. Donc, d'une part, l'agence va vous demander les livres de minutes et les documents qu'ils contiennent, donc registre d'actionnaires et résolutions, l'ensemble des entités du groupe corporatif avec les numéros d'entreprise et les ententes qui existent dans le groupe. Ils vont vouloir avoir le détail des revenus autant pour l'année 2019 et 2020, donc faire le lien entre ce que vous avez utilisé comme base de revenus pour qualifier l'entreprise et la balance de vérification, autant annuelle que mensuelle. Vous allez devoir expliquer votre chiffre d'affaires détaillé, probablement fournir des journaux de vente, des relevés au besoin ou tout élément de réconciliation entre vos livres comptables et les revenus que vous avez utilisés pour faire la réclamation. Important de conserver toutes ces feuilles de travail-là, de vous assurer que vous avez autant les supports pour l'année courante que pour l'année précédente. C'est sûr que l'audit va commencer par ça. Si vous avez pris des traitements particuliers au niveau de certains postes de revenus, identifiez clairement vos activités normales, les sommaires de sources de revenus.
Même chose pour les salaires, donc vous assurez d'avoir les journaux de salaire détaillés qui supportent les montants utilisés dans le cadre de vos calculs. Si vous avez fait des redressements pour tenir compte d'employés qui, par exemple, avaient été 2 semaines sans rémunération ou d'autres ajustements manuels pour des bonnies ou autres, en tenir compte, évidemment, garder vos feuilles de travail, avoir le détail des contrats d'emploi, adresse d'employés, les preuves de paiement et tous les autres montants liés aux subventions et aides financières que vous auriez pu recevoir en lien avec vos salaires. Extrêmement important d'avoir, si vous êtes le préparateur ou non de l'entreprise, parce que vous êtes le contrôleur, par exemple, ou encore quelqu'un de l'externe qui le fait pour un client, vous assurez d'avoir en main l'attestation signée par le dirigeant, le formulaire RC 661, qui lui permet d'assumer la responsabilité de l'information transmise à l'agence pour faire la réclamation. Si vous avez fait des choix pour les groupes consolidés, évidemment, vous assurez d'avoir tous les documents pertinents. Même chose pour les groupes affiliés, les co-entreprises et les sociétés de personnes. Documenter clairement le choix de méthode comptable, la continuité dans la constatation des revenus par rapport à vos états financiers annuels, par rapport aux principes comptables. Si vous étiez sur une base de caisse, évidemment, vos redressements pour vous ramener sur une base d'encaissement. Les choix qui documentent les périodes de référence et toutes les autres options. Dans le fond, tout ce que vous avez pu faire comme choix dans le cadre des programmes, ça se fera l'objet d'un audit. Rappelez-vous que les pénalités envisagées sont importantes. Donc, il y a des règles anti-abus qui sont en vigueur pour s'assurer que les subventions n'ont pas été obtenues de façon inappropriée. Donc, le gouvernement a mis en place des infractions qui s'appliquent aux particuliers, aux employeurs, aux administrateurs d'entreprise, dans le cas où ceux-ci auraient fourni des renseignements faux ou trompeurs. Donc, en plus d'avoir à rembourser votre subvention, bien, il y a des peines qui peuvent comprendre des amendes, des pénalités de l'ordre de 25 et ça allait même jusqu'à des peines d'emprisonnement. Donc, assurez-vous de documenter correctement votre dossier. Si vous avez préparé au nom de l'entreprise, encore une fois, d'avoir les attestations de la part des dirigeants et préparez-vous parce que l'agence a prévu faire le tour de la majorité des entreprises qui ont réclamé. Finalement, une petite chose rapide pour finaliser au niveau des salaires. Vous aviez l'obligation, en vertu des règles actuelles, de détailler sur les T4 les revenus d'emploi. Donc, ils doivent être éclatés en 4 lignes selon les périodes pour lesquelles elles étaient versées. Par exemple, si vous aviez un revenu d'emploi pour la période du 25 avril au 8 mai qui était payable le 14, bien, vous deviez imputer dans la case 58 du T4 ces revenus-là. Donc, vous assurez d'avoir rencontré ces exigences au niveau de la production de vos feuillets. Et ça fait le tour de la subvention salariale. Maintenant, je passerai la parole à Pascal qui va vous parler de la subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Merci Pierre. Bonjour tout le monde. Effectivement, je vais prendre le relais pour la partie subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Donc, si on débute. Donc, le résumé de la mesure, en fait, c'est que le gouvernement est venu un peu suite à la première mesure qui avait été mise en place avant septembre 2020, qui était l'AUCLC, qui était plus basée sur la participation du propriétaire de l'immeuble à obtenir une subvention. Ce régime-là n'a pas été un grand succès parce que beaucoup de propriétaires qui n'ont pas embarqué nécessairement dans la mesure. Donc, ce que le gouvernement a dû faire, c'est mettre en place une subvention qui est, disons, calquée de façon très similaire sur la subvention salariale d'urgence et c'est les mêmes tests, les mêmes calculs. Donc, à partir du 27 septembre 2020 jusqu'au mois de juin 2021, on peut avoir le droit à une subvention pour couvrir une partie du loyer commercial ou toutes les dépenses admissibles que l'entreprise peut avoir. Donc, c'est offert directement aux locataires et aux propriétaires d'immeubles, sans nécessairement passer par le propriétaire en tant que tel d'immeuble si jamais on a besoin de cette subvention-là. Donc, comme mentionné, les critères d'admissibilité sont harmonisés avec ceux de la SSUC. Donc, la SQLC a deux volets, le volet de base et le volet complémentaire. Le volet de base est calculé sur les dépenses admissibles encourues par le locataire ayant subi une baisse de revenus pendant la période admissible et peut atteindre jusqu'à 65 des dépenses admissibles. Donc, on parle ici du loyer pour le locataire ou les intérêts hypothécaires, par exemple, pour le propriétaire de l'immeuble.
En ce qui concerne le volet complémentaire, celui-ci est admissible seulement aux entreprises qui ont eu à fermer temporairement leur activité en raison d'une restriction sanitaire d'urgence. Donc ici, on ne vise pas nécessairement ceux qui ont fait par choix ou en lien avec leur employé, ont décidé de favoriser le télétravail, mais ce sont plutôt les entreprises qui n'ont pas eu le choix de fermer à cause d'une mesure gouvernementale. Donc, ceci peut atteindre jusqu'à 25 des dépenses admissibles, encore une fois, pour le loyer et les intérêts hypothécaires. Donc, il est possible d'avoir une subvention qui peut aller, dans un cas où l'entreprise était complètement fermée, jusqu'à 90 des dépenses admissibles, sujet aux plafonds qui sont applicables. Donc, comme la subvention salariale, il n'y a aucune baisse de revenus qui est requise. En fait, on n'a pas de plafond de baisse de revenus. Dès qu'on a une baisse de revenus, on peut être admissible à la subvention. Et c'est les mêmes calculs qu'on en a vus préalablement avec Pierre qui s'appliquent pour déterminer la SULC. Donc, on pourrait bénéficier de 65 si on a subi une baisse de revenus de plus de 70 et elle est réduite graduellement si la baisse de revenus est inférieure à 70 Donc, si on regarde le tableau, on voit clairement qu'à moins de 50 on a 0,8 fois la baisse de revenus, donc ce qui est similaire à la subvention salariale d'urgence. En ce qui concerne la subvention complémentaire, si en vertu d'une ordonnance sanitaire, on était complètement obligé de fermer notre emplacement, donc je peux parler par exemple d'un restaurant, d'un centre de jeux, etc., ou si les activités interrompues comptaient pour au moins 25 des revenus de cet emplacement. Donc, par exemple, ça pourrait viser si certains restaurants ont continué à vendre de la nourriture à l'extérieur. Donc, si ça ne pourrait pas les pénaliser d'obtenir cette subvention-là si les activités interrompues étaient plus que 25 de cet établissement. Donc, le calcul de la subvention complémentaire, c'est un taux fixe de 25 et est calculé au prorata du nombre de jours dans la période dans laquelle on était obligé d'être fermé à cause des restrictions sanitaires. Donc, c'est une formule mathématique qui prorate le taux de 25 Donc, encore une fois, la restriction sanitaire, c'était tenu de fermer complètement notre établissement ou, encore une fois, le critère des revenus était rompu. Donc, je répète encore une fois parce que j'ai eu beaucoup de fois la question, si une entreprise par choix a décidé de laisser les employés à la maison pour favoriser le télétravail et donc, par conséquent, fermer leur établissement, ceci ne se qualifierait pas à la subvention complémentaire. Donc, les entités admissibles, c'est les mêmes que pour la SSUC. Par contre, et la façon de procéder, il y a sur le site, il y a un endroit où effectivement réclamer directement la SULC. Il faut obtenir un numéro de RZ auprès de l'ARC. Ça se fait assez facilement lors de notre première demande. Et il faut avoir aussi notre numéro d'employeur au 15 mars. Donc, c'est les mêmes critères, sauf à ça, on rajoute un nouveau numéro qui est le RZ auprès de l'ARC. Et pour ce qui est des emplacements admissibles, ben, c'est soit un bien immobilier que notre entreprise loue ou qu'elle utilise dans le cadre de ses activités habituelles. Donc, en ce qui concerne la baisse de revenus, c'est le même calcul que pour la SSUC. Donc, c'est les mêmes mois de référence, soit le mois de référence en 2019 ou la moyenne de janvier-février. Donc, l'approche est la même et il faut faire les choix de la même façon qu'on a fait la SSUC. Il faut comprendre dans un groupe de sociétés où l'immeuble n'est pas dans la même entité que l'opérante, il se peut, lorsqu'on met en place les calculs ou lorsqu'on fait les scénarios, qu'un choix pour maximiser la SULC n'est pas le même qu'on devrait peut-être faire pour la SSUC, mais compte tenu que c'est harmonisé et que les choix sont identiques, il faudra ajouter dans notre gamme de scénarios la maximisation au niveau de la SULC, CLT, pour s'assurer qu'on est capable d'aller chercher le maximum de revenus au fin des deux programmes. Donc, ici encore, on a fait un résumé des périodes de comparaison. Donc, vous avez, comme vous pouvez voir, de la période 1 à 6, qui équivaut à la période 1 à P8 de la SULC jusqu'à P13. C'est exactement les mêmes périodes de comparaison. Donc, c'est les mêmes calculs, sauf que par contre, il faut faire attention avec les choix qu'on a à faire si on ne pénalise pas une subvention au détriment de l'autre.
En ce qui concerne les dépenses admissibles, c'est des dépenses qui sont payées pour une période d'admissibilité donnée à l'égard d'un emplacement admissible jusqu'à concurrence des plafonds applicables. Donc, les dépenses doivent respecter, par contre, certaines conditions, être liées à l'immeuble et être payées à une personne sans lien de dépendance. Donc, ceci, c'est très important. Dans une optique ou dans un groupe de sociétés, on a une entité qui détient l'immeuble, qui loue à différentes sociétés opérantes du groupe, mais le locataire qui paye son loyer à une société du groupe, ce n'est pas lui qui va aller réclamer la subvention de loyer, c'est le propriétaire qui doit le réclamer de la bâtisse sur ses dépenses, exemple d'intérêt, taxes foncières, etc. Donc, toutes les entités qui payent à un lien de dépendance, on doit les exclure. Il faut que ça soit engagé en vertu d'une entente écrite conclue avant le 9 octobre 2020. Donc, c'est sûr que si on a conclu un loyer après, ça pourrait ne pas se qualifier. Et ce qui est important, ne pas être engagé relativement à un immeuble résidentiel. Donc, si on détient un immeuble dans une société qui sert un résidentiel, ça ne fonctionne pas. Et principalement pour gagner du revenu de location auprès d'une personne sans lien de dépendance. Si on détient un immeuble locatif dans lequel on loue à des tiers, donc ceci ne se qualifie pas. C'est plutôt le locataire de cet immeuble-là qui va pouvoir aller chercher la subvention salariale. La logique derrière ça, c'est que normalement, si on a un immeuble qui n'est pas utilisé dans nos activités courantes, mais qui est simplement loué à d'autres entreprises qui ne sont pas liées à notre groupe, le gouvernement ne s'attend pas à ce qu'on baisse le loyer, il s'attend plutôt à subventionner le loyer de la personne qui paye le loyer. Donc, c'est pour ça que ce genre d'immeuble-là ne se qualifie pas. Autre fait à mentionner, les dépenses admissibles sont celles qui sont payables relativement à cette période. Donc, le montant n'a pas à être déboursé pendant la période donnée ni à être payé au moment où on fait la demande, mais le demandeur doit confirmer son intention de les payer au plus tard 60 jours suivant la réception de la SULC. Donc, si on n'a pas nécessairement payé nos intérêts ou payé nos taxes, etc., bien, si on a l'intention de les payer, il faut le confirmer que notre intention, c'est de payer 60 jours après la réception de la SULC. Donc, si on est locataire, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend le loyer. Puis le loyer, ça peut être un loyer basé sur le pourcentage des ventes, des profits ou autres critères semblables. Et si on doit payer un loyer en vertu d'un bail net, ce montant inclut nécessairement l'assurance immobilière, les services publics ou toute dépense qu'on peut payer pour l'entretien d'espaces communs. Donc, le loyer net, normalement, inclut ce genre de dépenses-là. Et aussi, il faut réduire les dépenses de tout montant qui est remboursé ou remboursable au locataire. Donc, par exemple, si nous, on a un contrat de sous-location avec une autre personne, donc si on veut réclamer la subvention sur notre propre loyer, il faut venir réduire du montant que l'on sous-loue. Et donc, nécessairement, c'est ce sous-locataire-là qui va être en mesure d'aller chercher pour lui sa subvention de loyer. Ce qui n'est pas admissible, c'est des taxes de vente, toute somme versée à titre de dommages garantis et les sommes découlant à défaut en vertu de l'entente, tout ce qui est intérêt et pénalité sur les sommes impayées, tout ce qui est frais payés pour des services spéciaux et tout paiement sur ajustement, sur rapprochement sont exclus du montant de la subvention qu'on peut aller réclamer. Si on est propriétaire de l'immeuble, donc c'est les dépenses payées par un propriétaire sur un emplacement admissible, encore une fois, s'il n'est pas utilisé principalement et plus pour gagner un revenu de location auprès d'une personne sans lien de dépendance, donc ça, c'est très important. Ça inclut les intérêts hypothécaires. Il faut faire attention ici parce que c'est limité en fonction du capital garanti. Ce n'est pas nécessairement tous les intérêts qui sont admissibles. L'ARC est venu préciser qu'il faut regarder notre fraction non amortie du coût en capital pour déterminer ce qui est le capital garanti. Tout ce qui est les montants d'assurance sur immeuble, impôts fonciers, taxes scolaires et municipales et autres taxes similaires peuvent être réclamés par le propriétaire. Quels sont les plafonds? Par remplacement, on a un maximum de 75 000 $ de dépenses admissibles qui s'appliquent à chaque période d'admissibilité. Donc, en fonction de la subvention, ça va donner un montant de 48 000 pour la subvention de base et 18 000 pour le complément. Alors qu'un plafond de 300 000 pour le groupe est assujetti. Donc, ça, on doit le répartir en fonction des sociétés s'il y a plusieurs immeubles à travers le groupe. Par contre, en ce qui concerne le complément, il n'y a pas de plafond pour la subvention salariale de loyer en ce qui concerne le plafond global des entités. Donc, autre point important, en fait, ce qui est un peu un résumé aussi,
tout est en fonction de la baisse de revenus et c'est la même baisse de revenus qui est calculée pour les deux subventions. Donc, on ne peut pas faire de choix différents. Il faut faire les mêmes choix au fin de la SSUC. Encore une fois, permet aussi, la RC nous précisait ça dernièrement, que si on a, par exemple, pas payé toutes nos taxes, on a payé nos taxes municipales et scolaires antérieurement, bien, il est possible de faire un prorata à travers les périodes pour venir établir c'est quoi la portion qu'on a payée pour la période en question. Encore une fois, ce qui est important aussi, c'est la période de dépense qui doit être payée dans les 60 jours suivant la période où on reçoit la subvention. Donc, on ne peut pas juste laisser courir une dépense. Il y a encore une question qui n'est pas répondue encore, c'est si le propriétaire demande au locataire d'assumer lui-même les taxes foncières et que c'est le locataire qui les paye, qui doit réclamer la subvention salariale sur ce montant-là? Est-ce le propriétaire ou le locataire? La question demeure en suspens. Il y en a même qui sont venus dire pourquoi les deux ne pourraient pas la réclamer. Mais pour l'instant, on n'a pas la réponse à cette question-là. Ça devrait être communiqué prochainement. Donc, petit rappel pour le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, la SUEC. Donc, comme mentionné, la mesure de base prévoyait un prêt de 40 000 garanti par le gouvernement fédéral. Il fallait qu'on ait une masse salariale entre 20 000 et 1,5 million en 2019. Ou si on avait moins de 20 000 il fallait que nos dépenses opérationnelles non reportables totalisent entre 40 000 et 1,5 million en 2020. Il faut rembourser le prêt avant le 31 décembre 2022. Et si c'est le cas, bien, il y a une radiation du prêt de 25 donc 10 000 qui était octroyé. En passant, ce montant-là est taxable immédiatement. Donc, ce n'est pas au moment où on a officiellement la radiation, mais il est taxable immédiatement dans l'année 2020. Sinon remboursé au 31 décembre 2022, le prêt portera intérêt à 5 et sera remboursable sur 3 ans. Et faire très attention, la date limite pour réclamer ce prêt est le 31 mars 2021. À partir de ce moment-là, la mesure ne sera plus disponible. Donc, qu'est-ce que les dépenses non reportables? Il y a plusieurs exemples. Ça peut être les salaires, ça peut être les loyers, ça peut être les coûts d'assurance, impôts fonciers. Donc, quand on additionne tous ces éléments-là, c'est ce qui fait qu'on est capable de voir si on respecte la limite de 20 000 à 1,5 million. Donc, on a eu un élargissement de la mesure depuis notre dernier webinaire. Donc, il y a un nouveau prêt de 20 000 qui s'ajoute au prêt de 40 000 supplémentaires. Pour les conditions d'admissibilité, c'est être admissible au prêt de base de 20 000. Il faut faire une demande distincte pour la bonification de 20 000 Cette fois-ci, versus la dernière demande, même si le gouvernement mentionne que cette dernière demande-là était implicite, l'INSEE est plus clair. Il faut vraiment démontrer qu'on a eu une répercussion sur la baisse de nos revenus en lien avec la COVID-19. Pour le reste, c'est les mêmes critères. Donc, on aurait un nouveau 10 000 qui serait radié. Donc, on parle maintenant de 20 000 sur le 60. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir soumis une déclaration de revenus pour l'année exercice financier à un prix fin en 2019. Donc, si on n'a pas produit nos déclarations d'impôt, on pourrait se faire refuser. Et le demandeur doit faire une demande, mais ne pas à refaire la demande initiale ni à téléverser de nouveaux documents relatifs aux dépenses. Donc, il faut faire une nouvelle demande, mais techniquement, on n'aurait pas de nouvelle information, n'eût été que de juste mentionner pourquoi on a été affecté par la COVID-19. Donc, il faut faire attention aux montants qui peuvent entraîner un ajustement. Donc, si on a reçu la SSUC, la SST, AUCLC, ça peut avoir un impact sur les dépenses qu'on a réclamées quand on fait notre calcul. Il faut prévoir 10 à 15 jours ouvrables pour recevoir les fonds. Et donc, les modalités de demande sont assez connues, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais donc, il faut faire ça vite. Il reste à peu près 6 semaines pour faire la réclamation de cette nouvelle montant-là. Si vous ne l'avez pas réclamé, l'ancien montant aussi. Rapidement, autre mesure, parce qu'il reste, je vais laisser en 5 minutes là, pour vous résumer un peu. Il y a 2 programmes, qui est le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises et le PMOB, qui viennent un peu, en fait, ce sont des prêts qui sont faits par Investissement Québec. Et dans l'optique où vous avez eu soit des problèmes d'approvisionnement en matières premières ou une impossibilité ou une réduction substantielle de votre capacité à livrer des produits,
vous pourriez être admissible à ce prêt-là. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est venu par la suite, c'est-à-dire qu'on est venu pour les entreprises qui sont durement touchées, venir mettre une radiation de ce prêt-là. Donc, présentement, c'est un financement sous forme de garantie de prêt. Le PAC, c'est un montant, il faut avoir un montant minimal d'intervention financière de 50 000 $ et plus. Donc, le refinancement est exclu, puis il y a des conditions qui doivent s'appliquer. Donc, ce qui est venu être intéressant et ce qui fait qu'on puisse en parler, c'est le fait que si on était en zone rouge puis on était affecté par une fermeture, bien, on a un moratoire sur le remboursement de capital pour un maximal de 12 mois. On a une extension d'amortissement jusqu'à 36 mois. Et on a admissible à un pardon de prêt prenant effet après le moratoire de capital qui correspond jusqu'à 80 % des dépenses admissibles en lien avec la bonification, la location de la propriété de l'immeuble jusqu'à une concurrence de 15 000 $ par mois durant la période de fermeture des établissements en zone rouge. Donc, c'est là que ça devient intéressant pour les entreprises visées parce qu'on ne parle plus nécessairement d'un prêt, mais on parle maintenant d'une subvention qui peut aller jusqu'à 80 % du prêt. Donc, les dépenses qui sont admissibles au pardon, et là, ici, il faut bien mentionner qu'ils sont non couvertes par un autre programme gouvernemental. Donc, si on est venu faire réduire notre loyer ou notre taxe ou nos intérêts par la subvention de loyer, bien, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir une deuxième fois une subvention. Donc, on vise l'ensemble des mêmes types de dépenses qui étaient visées par la subvention de loyer. Et on a aussi un soutien additionnel qui est offert, et ça encore, c'est une nouveauté pour les entreprises admissibles à couvrir leurs frais fixes après la réouverture de leur établissement. Donc, les entreprises qui ont été fermées pendant 90 jours ou moins, le soutien supplémentaire couvrira les frais fixes déboursés le mois suivant la réouverture jusqu'à concurrence de 15 000 $ par établissement. Et pour les entreprises fermées pour une période de 90 jours et plus, le soutien additionnel couvrira les frais fixes déboursés pour les 2 mois suivant la réouverture jusqu'à concurrence de 15 000 $ par mois, maximum total de 30 000 par établissement. Donc, si on a une liste, et sans nécessairement rentrer dans le détail, on a une liste de sociétés qui est visée. Là, principalement, c'est toutes les sociétés qui ont été visées. Alors, on ne parle pas nécessairement pour le prêt, mais pour la bonification, là, pour le remboursement des mesures. Toutes les entreprises qui ont été pratiquement fermées là, depuis la venue de la zone rouge seraient visées par ces conditions-là et par le remboursement et le moratoire du prêt. Donc, Pierre, je t'inviterais peut-être à passer directement rapidement à l'autre mesure. Donc, le POPM est une mesure très similaire au PAC, sauf que c'est pour ceux qui ont des besoins de liquidité d'un montant inférieur à 50 000 $. Donc, c'est les entreprises de tout secteur d'activité. Puis, pour être admissible, l'entreprise est en activité au Québec depuis au moins 1 an, être fermée temporairement ou susceptible de fermer ou montrer des signes embouquèrement de fermeture, être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses activités et avoir démontré un lien de cause à effet avec les problèmes liés à la COVID-19. Donc, le financement va porter sur le besoin de liquidité de l'entreprise et déterminé sur une base de dépenses justifiable et raisonnable. Et encore une fois, ça va servir à pallier le manque de liquidité causé par soit une impossibilité, la capacité de livrer nos produits ou un problème d'approvisionnement en matières premières ou en produits. Donc, encore une fois, c'est une aide qui est sous forme de prêt. Et si on est dans une zone rouge, même chose que pour le PAC, il va y avoir une radiation du montant du prêt, comme le PAC le mentionnait. Donc, c'est les mêmes types de dépenses qui sont visées et sujets aux mêmes restrictions à l'effet que si on s'est fait subventionner une partie de ces dépenses-là, on ne peut pas venir réclamer 2 fois la subvention ou le moratoire sur ces dépenses-là. Donc, le pardon de prêt, comme le PAC, va atteindre 80 % des frais fixes admissibles jusqu'à concurrence de 15 000. Et pour être admissible, on doit être situé en zone rouge où la fermeture de certains établissements a été ordonnée ou être visé par un arrêt ministériel de fermeture d'une durée d'au moins 10 jours durant le mois. Donc, on est sujeté aux mêmes mesures que le PAC au niveau des jours
réouverture. 90 jours et plus, on va avoir droit à un mois supplémentaire. Et moins, on va avoir droit à 15 000 $ pour un mois supplémentaire. 90 jours et plus, on va avoir droit à 2 mois de subventions supplémentaires suite à la reprise. Donc, on a aussi fait une liste aussi de tous les secteurs économiques visés. Donc, vous pourrez, à la lumière du PowerPoint qui sera disponible, regarder si vous êtes visé directement avec la mesure. Je préfère, Pierre, probablement passer directement aux questions, si tu veux bien. Si jamais je pense qu'il y a des questions au niveau des subventions salariales, tu peux peut-être y répondre. Je prendrai des subventions de loyer, si tu veux bien. Merci beaucoup, Pascal. Écoutez, on a effectivement plusieurs questions qui sont entrées. Peut-être, Pascal, la première question, en fait, plusieurs questions tournent autour de l'établissement des revenus. Mm-hmm. Et, par exemple, est-ce que je dois considérer dans mes ventes les escomptes sur vente qui sont accordés? Nécessairement, j'aurais tendance à dire oui parce que, étant donné que ça réduit le montant de votre vente, c'est directement relié à ce poste de revenu-là. Oui, j'aurais tendance à réduire mon revenu au fin de la comparaison. Qu'en est-il des revenus d'intérêt? Les revenus d'intérêt, si c'est dans le cours, si c'est dans le cours normal de vos activités d'avoir des revenus d'intérêt, normalement, on doit les inclure dans le revenu au fin de la comparaison aussi. Une entreprise qui aurait des revenus ou des crédits de recherche et développement. Ça, j'ai eu souvent la question, il n'y a pas nécessairement rien de publié sur la question, mais la logique veut que ce montant-là ne doit pas être inclus dans les revenus. Puis, entre autres, en grande partie du fait qu'aujourd'hui, étant donné que les crédits sont basés sur les salaires et que les salaires devront être réduits de la subvention qui aura été reçue, il est certain que les crédits R&D en 2020 auront baissé par rapport à 2019. Donc, on viendrait, autrement dit, on viendrait s'aider à respecter nos tests à cause du crédit R&D. Donc, la logique veut que ces montants-là ne doivent pas être inclus dans la comparaison des revenus. Merci. Au niveau des salaires admissibles, c'est quoi le fonctionnement au niveau des vacances qui sont versées aux employés? Si les vacances sont payées pour une semaine de vacances comprise dans la période et que l'employé est vraiment en vacances, ce montant-là peut être subventionné. Par contre, si on verse des montants en surplus ou de la paye et que l'employé continue de travailler, bien, ces montants-là devraient être exclus du calcul. Donc, il faut vraiment s'assurer que l'employé est en vacances cette semaine-là et payé pour ses vacances. Et dans ce cas-là, on peut inclure les montants. OK. Puis qu'est-ce qui arrive avec les vacances qui sont versées lors de la cessation d'emploi d'un employé? Donc, le 4 % par exemple? Oui, exact. Normalement, ce montant-là devrait être exclu de la rémunération, compte tenu à cause qu'il s'est accumulé pendant des périodes. En fait, je ne dis pas que c'est complètement exclu parce qu'il y a probablement une partie qui s'est accumulée dans la période, mais en majeure partie, nécessairement, il y a une partie de ce montant-là qui s'est accumulée sur des périodes travaillées à l'extérieur de la période en question. Donc, normalement, il faut venir mettre le montant de vacances dans la bonne période en question. OK. Cathy nous demande, pour la rémunération de base, ce sont des dates versées ou les dates où le salaire est gagné qui doivent être utilisées dans les périodes de réclamation? Normalement, pour la rémunération de base, ça devrait être la portion qui est versée. On a une autre question. Évidemment, plusieurs questions en lien avec les périodes de comparaison pour les périodes 14 et suivantes, là, mais on n'a pas d'informations là-dessus. Quand on regarde au niveau de la SUCL et des compagnies liées, j'ai un cas où Julie nous demande, j'ai une compagnie qui n'a pas le droit à la SUCL parce qu'elle paie le loyer à la compagnie sœur, la compagnie B. Puis est-ce que B peut réclamer sur ses impôts fonciers, intérêts et assurances, même si elle n'a pas le droit nécessairement à la subvention salariale d'urgence? Et comment on fait là, pour arrimer les deux programmes ensemble? Effectivement, normalement, si on regarde les règles, la SULC et la SUC sont pareilles.
si l'entité B a l'immeuble, et que, donc c'est elle clairement qui doit réclamer la subvention salariale, c'est pas le locataire, elle doit aller chercher sa baisse de revenus. Et pour aller chercher sa baisse de revenus, elle doit regarder à qui elle facture un loyer. Donc, on va prendre un exemple dans un cas comme ici, si il y a juste une seule société à laquelle elle facture. Donc, si la société A, qui est l'opérante, se qualifie à la SULC, bien, la société qui est le propriétaire des meubles va se qualifier elle aussi parce qu'elle va aller chercher la baisse de revenus de la société opérante pour calculer sa baisse de revenus et par la suite d'avoir son taux de subvention de loyer. Et comment ça s'intègre avec les programmes provinciaux, là, par exemple, la RAM qui vient couvrir là, certains frais fixes? Donc, on réclame Donc, où en comme j'ai premier? mentionné, c'est que on réclame la subvention salariale de loyer et par la suite, le provincial va suivre. Merci. Est-ce qu'on peut réclamer la subvention salariale d'urgence pour des nouveaux employés qui sont embauchés? Nécessairement, oui. S'ils travaillent durant la période, on devrait être en mesure de réclamer la subvention salariale sans problème. Dans ce cas-ci, la question faisait référence aussi à des employés avec lien de dépendance. Donc là, il y a une particularité par contre. Là. Oui, si on faisait effectivement, là, dans un cas comme ça, il faut être en mesure d'établir qu'il y avait une rémunération avant. Il y a 3 dates là, que Pierre a montré tout tantôt. Il y a 3 choix pour aller chercher sa rémunération de base. Donc, pour les employés avec lien de dépendance, effectivement, si on commence à verser un salaire, il se peut qu'on ne soit pas admissible à la subvention salariale. Ça va être en fonction de la rémunération de base qui va avoir son maximum. Donc, si l'employé n'était pas payé avant par salaire, on ne pourra pas réclamer la subvention salariale. Merci. Dans le cas de la SUCL, si l'entreprise a un prêt à terme, donc pas un prêt hypothécaire, est-ce qu'il y a moyen de faire le lien entre le prêt et l'achat de la bâtisse pour réclamer les intérêts? Je ne sais pas si tu peux clarifier la question, je ne suis pas certain. Dans le fait, c'est que parce qu'on parle toujours de prêts hypothécaires dans le cadre du programme, dans ce cas-ci, ce sont des prêts qui ont été consentis à l'entreprise, mais qui n'ont pas nécessairement de garantie hypothécaire. Est-ce qu'ils sont admissibles et comment on peut faire la démonstration que les intérêts ou que le prêt est lié, dans le fond, à l'achat de la bâtisse? Écoute, je ne sais pas, c'est une bonne question. C'est la première fois qu'on m'appose celle-là. Je ne sais pas si toi, Pierre, de ton côté, tu aurais une réponse, mais je n'aurais pas nécessairement une réponse à donner clairement ici, là, cette question-là. Comment faire le lien avec la bâtisse? Je pense qu'il faut être capable de le démontrer, mais par quoi exactement puis comment? Je pense qu'il faut vraiment faire le lien entre le prêt, que clairement été capable de lier le prêt à l'achat de la bâtisse. Là. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est une question de fait. Là. Puis ultimement, c'est plutôt rare qu'on finance par prêt à terme un immeuble. Là. Ça peut être dans un cas particulier Ouais. possible, mais c'est peu probable. Donc, le fardeau de démonstration est certainement du côté de l'entreprise qui souhaite réclamer. Là. Et là, c'est vraiment une interprétation spécifique des faits dans votre dossier. Des questions sur les changements de méthode comptable. Est-ce qu'on pense qu'il y aura moyen de changer la méthode de comptable pour les périodes à venir? Puisqu'on ne pouvait pas le faire pour les 13 premières, donc on devait vivre avec la même méthode, soit Non, pour ben, les 13 c'est bases pas. d'exercice. J'ai pas eu de vent à ces faits-là, mais je pense que j'aurais tendance à répondre non à la question. Ça aurait pu être fait à la période 5 quand on est revenu avec la nouvelle série de mesures, quand ça a été un peu modifié, puis ça a été clairement identifié qu'on ne pouvait pas modifier ça. Donc, ça serait un peu surprenant de pouvoir changer, malgré qu'on peut changer la période de comparaison, mais changer la méthode comptable, je serais surpris. On a une autre question qui va dans le même sens. Dans le fond, peut-être pour résumer, il y avait 3 niveaux de choix que vous aviez à faire. Donc, le premier choix, c'était le choix de méthode comptable, donc base de caisse, base d'exercice, qui était pour l'entièreté du programme. Ensuite de ça, on avait pour les périodes 1 à 4 le choix d'utiliser comme période de référence la moyenne du début de l'année au lieu d'utiliser le mois comparable. Et on pouvait refaire ce choix-là pour les périodes 5 à 13. Et vous pouvez, sur une base de périodique, période par période, faire le choix d'utiliser les états financiers consolidés ou non. Et donc, là, quand vous entrez dans l'optimisation du programme de loyer avec celui des salaires, c'est d'autant plus important de faire le tour des différentes alternatives. Ouais.
Bon, est-ce qu'on est capable de préciser la règle? Tu parlais tantôt des recharges intercompagnies pour les entreprises qui ont plus de 90 de revenus qui viennent de sociétés liées, là. Est-ce qu'on peut préciser le calcul qui doit être fait au niveau du prorata? Oui, en fait, normalement, la loi indique que si on a des revenus avec lien de dépendance, on ne doit pas inclure ces revenus-là dans l'analyse, sauf si on fait un choix. Et pour faire le choix, il faut que 90 et plus de nos revenus viennent d'une société avec laquelle on a un lien de dépendance. Quand on a une seule société à laquelle, exemple, on charge un loyer, c'est assez simple. On va simplement chercher la baisse de revenus de l'entité en question, puis ça va devenir notre baisse de revenus pour l'entité, exemple, qui est propriétaire de l'immeuble. Si on a plusieurs entités à lesquelles on charge un loyer, donc mettons 3 sociétés, ben, si on charge, mettons, exemple, la première société 200 $ le loyer, la deuxième 100 $ et la troisième 100 $, donc on a 400 $ de revenus de loyer, ben, il faut aller chercher la baisse de revenus de chacune de ces sociétés-là en appliquant un prorata en fonction de ce qu'on lui charge. Donc, exemple, la première société sur laquelle je charge 200 $, donc qui représente 50 de mon revenu. Donc, si sa baisse de revenu à la première société est de 20 mais dans mon calcul de proportion, je vais aller chercher le 20 qui va représenter 50 de mon calcul. Après ça, je vais aller faire le même test pour la deuxième qui va être 25 Si elle a augmenté, ben, je vais venir impacter mon calcul de 25 de cette augmentation-là. Même chose pour la troisième. Et je vais faire un taux moyen en fonction des proportions de chacune des filiales. Et ça va devenir mon taux de ma société qui détient l'immeuble pour fin de la SSUC. Merci, Pascal. Est-ce que tu pourrais préciser le traitement fiscal des aides financières reçues dans le cadre de la SSUC et de la SUCL? Donc, est-ce que ces montants-là sont Oui, imposables en et à fait, quel moment? exactement. L'agence, quand elle a écrit son projet de loi, est venue mentionner que les subventions étaient réputées être reçues. Donc, on a utilisé le mot réputé reçu à la fin de la période de demande. Donc, par exemple, pour la période 1, ben, qui se terminait là, quelque part au début avril, ben, même si on a reçu ou même si on a fait notre demande en janvier 2021, à la limite, même si on n'a pas encore reçu le chèque est réputé être reçu à la dernière journée de la période en question, donc début avril 2020. Donc, toutes les subventions sont imposables immédiatement et même s'ils ne sont pas reçus. Donc, c'est sûr que si on a un 31 décembre 2020 et par exemple, on a fait notre réclamation pour les 5 premières périodes le 1er février à la dernière journée et que le chèque est rentré quelque part le 15 février 2021, tous ces montants-là sont imposables dans la déclaration se terminant le 31 décembre 2020. Merci beaucoup, Pascal. Écoutez, on a encore beaucoup d'autres questions. Malheureusement, on ne sera pas capable d'y répondre en ligne. On vous invite, puis je vois quand même plusieurs éléments extrêmement importants dans ça. Donc, on vous invite à communiquer avec votre conseiller de Raymond Chabot pour faire les suivis. Si jamais vous avez besoin d'un coup de main, vous avez nos coordonnées, nos téléphones, nos courriels. Il y a aussi une ligne à 800 en place. Donc, on vous invite à communiquer directement avec nous. Sinon, ben, merci d'avoir été présent ce matin et je céderai à Pascal le mot de la fin. Merci. Merci Pierre. Donc, comme Pierre le mentionnait, ça nous a fait plaisir de faire cette deuxième version du webinaire. Le premier avait été donné, ça fait un certain temps. La mesure va jusqu'au mois de juin prochain, donc les subventions salariales de loyer et de salaire. Donc, c'est important d'être à l'affût. Ça risque encore de changer. Il y a toujours des précisions qui sont mentionnées par l'agence. Ça change constamment. L'important, je dirais, dans tout ça, pour en avoir fait plusieurs avec Pierre, c'est vraiment l'importance de prendre le temps de faire tous les scénarios possibles. À chaque fois que je vérifie une subvention, je note des choses, soit des scénarios qui n'ont pas été faits, soit des salaires ou soit des rémunérations qui ont été oubliées. Donc, ce qui est le plus important maintenant avec les dates limites qui viennent à chaque mois et qu'on n'a plus la possibilité de revenir en arrière pour les modifier, je pense que c'est important de prendre le temps de vraiment s'assurer qu'on a fait tous les bons choix, quitte à attendre un petit peu, souvent, là, quand on n'est pas à la deadline du 6 mois, de prendre le temps d'évoluer, de voir s'il y a une méthode ou un autre qui est préférable. Je pense que tout le monde peut être gagnant à ça.
Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir participé en grand nombre. Puis, si, comme Pierre l'a mentionné, si vous avez des questions, on vous invite à appeler votre conseiller de Raymond Chabot. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. Bonjour.